En revanche, le chat est ouvert de manière à ce que vous puissiez poser vos questions, puisque c'est quand même interactif et je souhaite vraiment, vraiment que ce le soit. Donc, surtout, n'hésitez pas, soyez pas timide. Je suis tout seul derrière mon écran. Donc, posez toutes les questions qui vous passent par la tête et j'y répondrai. Le webinaire va se dérouler de la manière suivante. Il y aura 4 points. Le premier, ça va être les fondamentaux de la qualité. Le deuxième, ça va être la présentation des 7 principes de la qualité. Ensuite, je vais vous présenter la norme ISO 9001, comment elle est composée, pourquoi, avec tous les avantages que ça peut comporter. Et enfin, lorsque l'entreprise est dans une démarche de certification, elle va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'audit de certification, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe de manière à déstresser tout ça. Alors, la première étape, c'est les fondamentaux de la qualité avec un Q majuscule. On parle de la qualité d'une manière assez générale. Et donc, les fondamentaux reposent sur 2 piliers, notamment l'amélioration continue, ce qu'on appelle aussi le PDCA, et l'approche processus. Le PDCA, l'amélioration continue, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est la roue de Deming. Et donc, le PDCA, pourquoi? Parce qu'il y a 4 étapes. Et la première étape, c'est plan. Donc, il s'agit de planifier en fait les objectifs et les ressources par rapport à une action qu'on veut mettre en place. D'accord? Donc, la première étape, je le répète, c'est pouvoir définir les objectifs, les ressources associées, de manière à être sûr de fixer le cap et la voie pour le projet que l'on met en œuvre au sein de l'entreprise. La deuxième étape, c'est le do, ça veut dire faire. Et là, on va mettre en œuvre le plan d'action qu'on avait défini. Et par rapport à cette mise en œuvre, on va définir en fait qui fait quoi, quand, comment. Et pour être certain d'avoir réussi les bonnes étapes et de pouvoir passer les étapes les unes après les autres, on va pouvoir aussi mettre en place ce qu'on appelle des informations documentées ou des enregistrements pour pouvoir s'assurer de la réussite de chaque étape. Une fois que c'est fait, justement, on va vérifier. Ça, c'est la troisième étape, c'est le check. Donc, on va vérifier les résultats obtenus par rapport aux résultats qu'on avait attendus. D'accord? Donc, on va faire une comparaison entre ce qu'on a obtenu et ce dont on espérait avoir. Voilà, donc, par rapport aux objectifs planifiés. Et enfin, la dernière étape, acte, okay, c'est l'amélioration. Et c'est à ce moment-là où on va analyser encore l'ensemble du système pour pouvoir s'améliorer et comment faire pour que ce soit beaucoup plus fluide en termes de plan d'action et de mise en œuvre. Donc, je répète, la route Deming, l'amélioration continue, c'est ce qu'on appelle le PDCA, Plan, Do, Check, Act. L'idée, encore une fois, c'est d'être dans cette démarche d'amélioration continue. Et en termes d'amélioration, quand on va analyser les écarts entre les objectifs prévus et les objectifs atteints, ce niveau d'amélioration-là va nous permettre de nous poser les bonnes questions. Pourquoi les objectifs ont été atteints? Pourquoi ils n'ont pas été atteints? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tout ça se déroule au mieux? Donc ça, c'était vraiment en matière de fondamentaux de la qualité, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est l'approche processus. Alors, l'approche processus, on en entend parfois parler et c'est défini avec l'élément suivant, c'est-à-dire que finalement, c'est un élément d'entrée devient, à travers un moyen de maîtrise, un élément de sortie. OK. Quand on a dit ça, c'est un petit peu abstrait et du coup, je vais vous donner un exemple bien concret pour que vous puissiez comprendre. Dans une entreprise, il y a des commerciaux. Ces commerciaux, ils vont aller voir les clients pour vendre un produit ou un service. Les éléments d'entrée, ça va être les exigences du client, les exigences réglementaires, bref, tout ce qu'il faut pour que le commercial, lui, il puisse avoir les éléments nécessaires de manière à pouvoir établir un devis à son client. Et ce devis, donc les éléments d'entrée, ça va être tous les éléments que j'ai cités précédemment. Le moyen de maîtrise, ça va être par exemple un CRM. Donc, c'est un logiciel pour manager la relation client. Donc, qui va utiliser son CRM ou son petit fichier Excel ou encore d'autres éléments, sa grille tarifaire, son catalogue produit, bref, tous les moyens qui sont à la disposition de l'entreprise, à la disposition du commercial, pour pouvoir établir son élément de sortie, à savoir le devis ou l'ordre de fabrication. D'accord? Donc, dans notre exemple, il y a le commercial qui a ses éléments d'entrée. À travers son moyen de maîtrise, il va définir un élément de sortie. Dans l'approche processus, ce qu'on va voir, c'est que finalement, l'élément de sortie peut devenir l'élément d'entrée d'un processus suivant. OK?
Si on prend notre exemple de tout à l'heure, le commercial a ses éléments d'entrée, il arrive à faire son devis, le devis est validé, il est transformé en ordre de fabrication. D'accord? Donc, l'élément de sortie devient l'élément d'entrée du processus suivant, c'est-à-dire la production. Donc, l'entreprise, avec les moyens dont elle dispose, elle va pouvoir produire le service ou le produit qu'elle propose. Ce produit ou ce service, une fois qu'il est effectué, il va être livré au client. Et pour être livré au client, on va passer à un processus suivant, qui est par exemple la logistique. Et donc, l'élément de sortie de la production, ça va être le produit fini, mais ça va également être le bon de livraison, etc., etc., qui va passer au processus suivant, qui est la logistique pour la livraison. Donc, hop, l'élément de sortie devient l'élément d'entrée. Et à ce moment-là, il y a tout le processus logistique qui se met en place pour arriver à la livraison du produit ou du service chez le client. D'accord? Donc, avoir cette notion d'approche processus permet de décomposer toutes les activités de l'entreprise étape par étape, de manière à pouvoir définir quelles sont les interactions entre ces processus-là. Et c'est ce qui est vraiment intéressant justement dans la norme ISO 9001, c'est qu'elle va demander de définir dans une entreprise quels sont vos processus et quelles sont vos interactions entre les processus. D'accord? Donc ici, j'ai déterminé en orange, en bleu et en vert les différents processus et on a en même temps les éléments qui apparaissent avec les interactions entre ces processus. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, puisque à partir du moment où on va changer une étape ou une façon de faire dans un processus, on verra apparaître quel est l'impact sur le processus qui vient avant ou après. Donc cette notion d'approche processus et d'interaction entre les processus est vraiment très très importante et on obtient ensuite justement la cartographie des processus de l'entreprise. Voilà, donc les interactions entre les processus donnent la cartographie des processus et ça permet d'avoir une vision globale des activités de l'entreprise et des dépendances des unes vis-à-vis des autres. Le deuxième point de ce webinaire, c'était les principes du management de la qualité. Donc, ces principes, ce sont vraiment les clés du succès pour la réussite du projet. Donc, il y a 7 principes. Le premier, c'est l'orientation client. Donc, ce principe encourage vraiment les entreprises à identifier, à comprendre et satisfaire les besoins explicites ou implicites des clients. Et l'entreprise doit s'efforcer d'aller au-delà de leurs attentes parce qu'il y a souvent une différence entre la qualité réelle, la qualité perçue ou la qualité attendue. Et l'idée d'être focus sur la satisfaction client va nous permettre de mesurer cet écart entre les perceptions de la qualité et être encore une fois dans cette amélioration continue. Donc, premier principe, l'orientation client. Deuxième principe, le leadership. Ça, c'est la direction qui doit créer un environnement propice à l'évolution du système management de la qualité. Ça veut dire que la direction doit être exemplaire en matière de management de la qualité et elle doit également mettre en place toutes les ressources nécessaires pour que l'objectif puisse être atteint. Et notamment, c'est également la direction qui est garante de l'amélioration continue. Troisième principe, l'implication du personnel. Ça, c'est très, très, très important. Parce que finalement, dans les entreprises, il y avait avant cette notion de responsable qualité. Dans la norme ISO 9001 version 2015, cette notion de responsable qualité est beaucoup plus diffuse. C'est-à-dire que nous sommes en droit d'attendre que finalement la qualité est l'enjeu de toute l'entreprise et de tous les collaborateurs. Donc, lorsque le leadership est mis en place correctement, ça veut dire que ça va induire des notions d'objectifs motivants et responsabilisants pour l'ensemble du personnel. Et encore une fois, la communication est fondamentale là-dedans, puisque la connaissance de ces objectifs-là va permettre de connaître l'impact sur les résultats globaux auprès de tous les collaborateurs. Donc, encore une fois, dans un système management de la qualité, c'est l'ensemble des collaborateurs à tous les niveaux que ce soit, c'est l'implication de tous les collaborateurs qui permet de définir justement la réussite de ce projet de certification ISO 9001. L'approche processus, oui, ça fait partie justement des clés du système de management de la qualité. Je ne reviens pas forcément dessus parce que je l'ai suffisamment expliqué tout à l'heure, je pense. Mais voilà, donc un processus, c'est vraiment quelque chose d'important et cette approche processus-là fait partie des clés du système management de la qualité. L'amélioration continue également.
ce sont vraiment donc les éléments fondamentaux avec le PDCA, les fameux 4 phases, plan, do, check, act. Et finalement, on s'aperçoit que quand on met en place ce PDCA à tous les niveaux de l'entreprise et qu'on va évaluer le PDCA pour chaque processus, c'est dans ce moment, c'est dans ces phases-là où on a l'amélioration continue la plus forte, avec une progression vraiment intéressante. Enfin, on a également l'approche factuelle pour la prise de décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, une fois qu'on a fixé des objectifs dans notre entreprise, ben, on va voir quels sont les éléments qui nous permettent de déterminer si oui ou non nous sommes dans la bonne voie pour atteindre ces objectifs-là. On va appeler ça des indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance vont venir en fait de tous les éléments qu'on va récolter au cours de la production, que ce soit encore une fois un service ou un produit. Mais dans cette phase d'activité opérationnelle de l'entreprise, on va avoir des éléments factuels qui vont nous permettre de dire si oui ou non nous sommes en bonne voie pour réaliser nos objectifs. Donc, ces enregistrements vont nous permettre de définir des indicateurs de performance et les indicateurs de performance vont nous permettre de définir si oui ou non nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs. L'idée, encore une fois, c'est de prendre des décisions avec des éléments factuels, objectifs et non pas subjectifs. Également, la relation mutuelle bénéfique avec ses fournisseurs. Ça veut dire tout simplement qu'une entreprise n'est pas isolée, elle n'est pas seule. Elle dépend de ce qu'on appelle les parties intéressées, les parties prenantes, et notamment les fournisseurs ou ce qu'on appelle également les prestataires externes. Et à ce moment-là, l'entreprise doit mettre en place un partenariat, une collaboration étroite avec ses partenaires, et ça va passer par différentes solutions, notamment l'évaluation des partenaires, en ayant défini dans un premier temps des critères d'évaluation. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer avec nos partenaires, nos fournisseurs, sur l'atteinte des objectifs qui ont été fixés, sur des critères, encore une fois, qui ont été définis, de manière toujours à rentrer dans ce processus d'amélioration continue. Voilà, donc là, c'était vraiment les deux premiers piliers. On a vu les fondamentaux et les principes, les 7 principes de la qualité. Je vais vous présenter maintenant la norme ISO 9001 version 2015. Donc ça, la norme ISO 9001, c'est la base de toutes les normes. Je voudrais, avant de commencer, faire un petit rappel. J'entends parfois, quand je vais dans des entreprises ou quand je discute avec des clients, des prospects, ils me disent « Ah là là, là on est à la norme, je ne sais plus à quel numéro de norme on est actuellement ». Ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro de la norme n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit récente ou non. La norme ISO 9001, c'est un code, c'est une définition pour définir le système management de la qualité. La norme ISO 14001, c'est la norme qui va définir le système management de l'environnement. La 45000, c'est la sécurité. La 26000, c'est le développement durable. La 50000, c'est la gestion de l'énergie. La 27000, la sécurité informatique. La 22000, la sécurité agroalimentaire. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Tout ça pour dire que le numéro de la norme n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit récente ou non. Ce qui est important, en revanche, c'est la version. La version ici, actuellement, nous sommes à la version 2015. Il y en a eu bien d'autres avant. Il y a eu la 94, la 2000, la 2008 et maintenant nous en sommes à la 2015. La norme ISO 9001, comme c'est marqué ici, c'est vraiment la base de toutes les normes. Pourquoi? Parce que finalement, la norme actuellement est composée de 10 chapitres. D'accord? 10 chapitres, donc c'est le domaine d'application, références normatives, termes et définitions. Les 3 premiers chapitres, parfois j'ai tendance à dire par provocation qu'ils ne servent à rien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que finalement, ces 3 premiers chapitres n'ont pas d'impact réel sur l'entreprise. Ils n'ont pas d'impact réel sur le système management de la qualité. Le domaine d'application va définir ce qu'est la norme ISO 9001. Les références normatives, ça va définir à quelle référence justement et à quelles différentes normes la norme ISO 9001 s'appuie. Et les termes et définitions définissent en fait les propos et les mots utilisés dans le référentiel. Là où il y a un impact concret pour l'entreprise, ce sont pour les chapitres suivants, à savoir le chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le contexte et les enjeux de l'entreprise, le leadership, la planification, le support, la réalisation des activités opérationnelles, l'évaluation des performances et l'amélioration continue. Normalement, vous commencez déjà à voir ce qui se profile dans la structure de cette norme-là. Et justement, toutes les normes sont basées sur ce chapitre-là, sur ces chapitres-là. C'est-à-dire que la 14001 aura également 10 chapitres qui auront exactement les mêmes intitulés. La 45000, pareil, 10 chapitres avec les mêmes intitulés,
qui va changer, en revanche, ce sont les exigences à l'intérieur de ces chapitres-là. L'avantage d'avoir cette structure de la norme, c'est que finalement, une entreprise qui a ISO 9001, lorsqu'elle veut avoir également une certification de l'environnement, ben, elle ne sera pas perdue. Elle va faire correspondre exactement les chapitres de la 9001 à ceux de la 14001. Et donc, elle va juste changer son prisme, changer son regard. Non seulement elle aura un regard via la qualité de son organisation et de son produit et de son service, mais également elle va rajouter le regard via l'environnement, par exemple, sur une 14001. Mais la structure en fait, de la mise en place du système management de la qualité ou de l'environnement vont rester exactement identiques. Donc, ça va faciliter l'intégration de plusieurs normes dans une entreprise. Comme je le disais, sur la norme ISO 9001, à partir du chapitre 4, ça devient vraiment intéressant pour l'entreprise parce qu'il y a un impact réel sur la mise en place de son organisation. Et donc, je vous ai fait un petit schéma. Donc, le chapitre 4, ça va être le contexte et les enjeux de l'entreprise, c'est-à-dire les exigences clients, les besoins et attentes des parties intéressées et les enjeux et le contexte de l'organisation. Est-ce qu'il est dans un contexte plutôt concurrentiel ou non? Est-ce qu'il est sur une niche ou non? Voilà, donc tout ça, ce sont les éléments qui vont être pris en compte et qui vont définir dans quel contexte évolue l'entreprise. Ensuite, on va dresser justement ce qu'on appelle le système management de la qualité ou le SMQ. Et là, ça va prendre l'ensemble des différents chapitres, à savoir le chapitre 5, le leadership. Donc, j'ai pu en parler tout à l'heure. Le leadership, en fait, c'est la direction qui va mettre à disposition toutes les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs-là qui ont été définis. En termes d'objectifs, justement, ceux-ci doivent être planifiés. Donc, c'est la planification. Elle va mettre en relation les supports nécessaires et la réalisation des activités opérationnelles. Ensuite, elle va évaluer les performances, d'accord, par rapport à ce qui a été planifié auparavant. Et enfin, elle va améliorer l'ensemble de son système management de la qualité pour arriver, en tout cas, à la satisfaction client et avoir les éléments nécessaires pour évaluer également le système management de la qualité. Et donc là, ce que vous remarquez, c'est que finalement, la norme elle-même est constituée selon un PDCA. D'accord? On voit que les différents chapitres de la norme sont constitués selon le PDCA avec le Plan Do Check Act. Et c'est ce qui est vraiment très pertinent dans cette nouvelle version de la norme, d'autant plus que chaque chapitre eux-mêmes sont également décomposés en PDCA. D'accord? Donc, c'est-à-dire que également, sur le chapitre, par exemple, de la réalisation des activités, on a également un petit PDCA, puisque dans le chapitre 1, il y a le 8.1, 8.2, 8.3, etc. Et eux-mêmes, du coup, donnent cette amélioration continue au sein de ces différentes exigences du référentiel. Voilà pour une présentation de la norme ISO 9001. On va passer au dernier point de ce webinaire qui est l'audit de certification. L'audit de certification se fait en deux parties. Il y a dans un premier temps l'étude documentaire et dans un deuxième temps l'étude sur le terrain. Donc, l'étude documentaire, en fait, ça veut tout simplement dire que le système management de la qualité repose sur une documentation. Cette documentation est fondamentale parce que c'est le vecteur de la performance de l'entreprise. Okay. Et donc, pour la certification, une gestion documentaire efficace est vraiment indispensable et l'objectif étant d'apporter la preuve, les preuves, que toutes les activités et les résultats sont conformes et sont mis en œuvre à travers un système management opérationnel. On va prendre un exemple. Vous avez la norme ISO 9001, par exemple, qui contient 14 exigences. D'accord? L'étude documentaire, normalement, elle doit prendre en compte et les 14 exigences de la norme doivent être prises en compte justement par le système documentaire. Donc, on doit pouvoir trouver au moins 14 informations documentées. D'accord? C'est un exemple. L'étude documentaire, ben, ça consiste à faire la vérification. Est-ce que toutes les exigences du référentiel ISO 9001 sont prises en compte par le système documentaire? Si c'est OK, eh ben, c'est parfait. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Parfois, bien entendu, l'entreprise, elle a besoin de supports supplémentaires. Et donc, on va trouver plus d'informations documentées que d'exigences dans le référentiel. Et ça ne pose pas de problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Souvent, l'entreprise a même des exigences qui sont plus élevées que le référentiel. D'accord?
Dans ce cas-là, on va trouver des informations documentées supplémentaires. L'audit terrain va permettre de vérifier en fait la conformité des actions prévues par l'entreprise par rapport aux actions réalisées sur le terrain. D'accord? D'un point de vue administratif, commercial, production. Et on va vérifier en fait s'il y a un écart entre les deux. Donc, l'audit de terrain va se passer de la manière suivante. On va comparer le système documentaire de l'entreprise par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain. D'accord? Est-ce que tout ça est en adéquation ou pas? Donc, cette vérification faite, si tout est OK, c'est parfait. L'entreprise va pouvoir être certifiée ISO 9001. Ce qu'on va pouvoir rencontrer dans l'entreprise, c'est que parfois, le système documentaire et la façon dont c'est mis en œuvre, les procédures, les instructions opératoires, etc., vont être assez lourdes dans l'entreprise. Et sur le terrain, il va y avoir un écart entre les deux. C'est-à-dire que finalement, le système documentaire est beaucoup plus exigeant que ce qui se fait sur le terrain. Et à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle une non-conformité. Même si ce qu'il y a sur le terrain correspond à ce qui est demandé par le référentiel. Et c'est toute la difficulté de mettre en place un système management de la qualité dans une entreprise, c'est qu'on a souvent tendance à en faire trop parce qu'on a peur d'oublier quelque chose. Il faut savoir que la norme ISO 9001 actuellement n'exige aucune procédure. Il n'y a aucune procédure obligatoire dans la norme ISO 9001. Le manuel qualité, tel qu'on a pu le connaître avant, n'est plus obligatoire non plus. D'accord? Par contre, si vous décidez de mettre une procédure ou de ne pas en mettre, il va falloir justifier pourquoi. Et toute la difficulté est là. Et c'est pour ça que moi, je recommande vraiment aux entreprises qui souhaitent se mettre, qui souhaitent mettre en marche, qui souhaitent mettre en place une démarche d'amélioration continue selon le référentiel ISO 9001, je peux que leur recommander d'être accompagnés pour éviter justement d'avoir un système qualité trop complexe de peur d'avoir oublié une exigence. Okay. Le plus simple, c'est encore de se faire accompagner parce que votre objectif sera atteint beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus efficace, et du coup, ça revient moins cher aussi. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation de la norme ISO 9001 avec les fondamentaux de la qualité, à savoir l'approche processus, l'amélioration continue, la présentation des 7 principes de la qualité, la présentation de la norme ISO 9001 version 2015, et enfin, le déroulé d'un audit de certification. Est venu maintenant le temps des échanges, des questions. Donc, je suis à votre disposition. Rappelez-vous, vous avez le chat où vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et j'y répondrai avec plaisir. Y a-t-il des questions? Maria, est-ce que tu vois des questions apparaître? Non, je ne vois rien, Benoît. Merci, ça a été vraiment très, très bien expliqué, je crois. Lydia, tu vois des questions sur ton écran? Non, j'ai rien non plus, mais je pense que c'était vraiment très clair, Benoît, en fait. On a bien compris les raisons de faire ISO 9001 dans l'entreprise, comment ça structure l'entreprise. Et puis souvent, les questions qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas en fait la relation entre les informations documentées et les audits et ce qui se fait sur le terrain. Et ça, encore une fois, tu as vraiment bien expliqué ça. Donc, personnellement, je ne suis pas surprise en fait qu'il n'y ait pas de questions. Ouais. D'accord. En tout cas, j'ai proposé aux personnes qui sont présentes avec nous, je leur ai donné la possibilité d'ouvrir leur micro. Donc, s'ils le souhaitent, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et puis et j'y répondrai. On laisse peut-être encore un petit peu de temps, la possibilité à tout le monde de remettre un peu ses idées en ordre. Et si, peut-être que vous-même, vous avez des questions, Lydia, sur la partie commerciale, qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent? Qu'est-ce qui est récurrent? Non, si tu veux, nous, souvent, c'est quand on essaie de prendre des rendez-vous, c'est des entreprises qui marchent de la même façon depuis des années et des années et des années, qui pensent ne pas avoir besoin d'ISO, en fait. Et même si c'est quelque chose qu'on leur demande, elles sont réfractaires parce qu'elles disent nous, on travaille très bien, on n'a pas de problème, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter d'être ISO? À part nous coûter de l'argent. En fait, c'est en général ce qu'on a au téléphone.
Je pense que c'est une question qui est assez difficile à répondre à notre niveau. En revanche, tu as bien expliqué en fait ce que ça peut leur apporter. Alors, pour moi, quand j'entends une entreprise qui dit oui, mais je travaille très bien, je travaille, ça fait 10 ans ou 30 ans qu'on travaille comme ça et on travaille très bien. Ben, dans un premier temps, la question moi, que je peux me poser, c'est qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Est-ce que c'est la fidélité de vos clients? Est-ce que c'est votre chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a des éléments objectifs qui permettent de définir ça? Euh, et surtout pour un chef d'entreprise, ce qui est intéressant en fait en mettant en place un système ISO 9001, c'est qu'en mettant cette structure, il va travailler sur son entreprise et pas seulement dans son entreprise. Et là, ça va être vraiment intéressant parce qu'il va avoir des éléments objectifs, factuels, avec des critères qui sont intéressants pour lui, mais qui sont également intéressants pour son client. Puisqu'à un moment donné, on va étudier la satisfaction client et avec ces retours, ça va permettre de fixer à l'entreprise des objectifs qui sont intéressants pour le client et pas seulement pour lui. Et ça permet du coup de focaliser les ressources de l'entreprise sur la satisfaction client et de ne pas mettre en place et faire ce qu'on appelle quelquefois de la surqualité sur un domaine qui n'intéresse pas le client. Et c'est ça qui est intéressant à mon sens, c'est que effectivement, quand on travaille 10 ans depuis 10 ans de la même manière, finalement, un système ISO 9001 permet de donner du sens à ce qu'on fait et d'expliquer pourquoi, et parfois justement de se remettre en cause et d'optimiser tous les systèmes de l'entreprise. Benoît, j'ai une question ici. Oui. Et, quand on traite une non-conformité, est-ce Oui. qu'on peut évaluer l'efficacité des actions? Oui, alors ça, c'est justement, c'est une très très bonne question, merci. Ça fait justement partie d'une nouvelle exigence, c'est-à-dire que en étant toujours dans cette philosophie du PDCA, donc quand on va avoir une non-conformité, on va la résoudre, mettre un plan d'action en place, et après, effectivement, on est dans cette pratique d'amélioration, donc on va vérifier si l'action mise en place correspond bien à solder la non-conformité, et on peut même aller plus loin pour pouvoir améliorer la solution qu'on a mise en place. Et ça, c'est une exigence du référentiel sur cette version-là, c'est que la non-conformité, non seulement elle doit être traitée, mais son efficacité doit être évaluée, absolument. Oui. D'accord, merci Benoît, très clair. Ouais. J'espère avoir répondu à la question. Je pense que c'est. Je crois que tu as fait. Je pense que c'est bon. Benoît, Oui. j'ai une autre question. Je la pose pour mon équipe en fait, pour encore une fois essayer de répondre au téléphone quand on nous pose ce genre de questions. Oui. Est-ce que être ISO 9001 aide vraiment au sélectionnement pendant les appels d'offres? Alors, aujourd'hui, quand on est ISO 9001, je pense que tous les appels d'offres, maintenant, il y a une case où est demandé est-ce que vous avez des certifications? Donc, le fait d'être ISO 9001 vous permet de participer à la compétition. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si vous n'êtes pas ISO 9001, vous n'avez aucune chance. Ça, c'est sûr. Ça vous permet, être ISO 9001 ne vous garantit pas de gagner la course, mais ça vous permet au moins de vous mettre sur la ligne de départ. Et ça, c'est pas rien, déjà. Très bien, Voilà. très bien. Très bonne Oui, réponse. j'ai beaucoup travaillé avec des appels d'offres en Europe, surtout en France. À l'époque, déjà, il y a des années, on demandait absolument la certification 9001 pour pouvoir accéder à l'appel d'offres, à la présentation des documents, juste ça. Oui, oui, oui. Faut savoir que cette norme-là a énormément évolué. Avant, la version 94, celle que j'ai connue moi quand j'ai démarré, elle était complexe. Il y avait énormément de documents à fournir. Il y avait beaucoup de paperasse, comme on dit, comme on disait maintenant. Et c'est l'entreprise qui devait se calquer sur le fonctionnement de la norme. Avec cette nouvelle version, elle est absolument géniale, elle est vraiment light et c'est plutôt la norme qui s'adapte à l'entreprise. Donc c'est très très facile à mettre en place. Il y a des contraintes qui finalement n'en sont pas parce que c'est juste du bon sens. C'est juste de bon sens et beaucoup d'entreprises font de la qualité déjà sans forcément le savoir. Donc finalement, nous, quand on arrive sur le terrain pour accompagner une entreprise, on est là dans un premier temps pour faire un écart, pour faire une étude des écarts, pardon, pour voir comment fonctionne l'entreprise, qu'est-ce que demande le référentiel. Et nous, on est juste là peut-être pour indiquer, pour dire, voilà,
ce que vous faites là, ça correspond à une exigence de la norme et quelque part, on doit mettre les actions de l'entreprise dans les bonnes cases. Mais alors, forcément, il y a des trous dans la raquette, parfois c'est normal. Et nous, on est là pour accompagner et pour aider l'entreprise à pallier juste la petite marge supplémentaire qui permet de se faire certifier. Voilà. Du coup, je peux répondre aussi à une question qui n'a pas été posée, mais qui m'est posée parfois par l'équipe commerciale. C'est combien de temps ça prend pour être certifié? Et j'ai envie de faire une réponse de Normand, c'est-à-dire que ça dépend des ressources que vous avez à disposition. Mais voilà, si vous avez 5 personnes qui sont focus 100% sur le projet ISO 9001, franchement, en un mois, c'est fait. Voilà, c'est pour dire à quel point c'est facile et c'est rapide. Maintenant, toutes les entreprises, évidemment, n'ont pas ces ressources-là, mais le fait d'être accompagné, ça peut aller beaucoup plus vite. Et je pense qu'en 3-4 mois, encore une fois, selon la taille de l'entreprise et la complexité des processus, mais en 3-4 mois, on peut arriver sur une certification, puisque sur le papier, vous avez tout ce qu'il faut pour être certifié, pour être certifiable. Donc, vous êtes certifié. Et après, vous avez 1 an pour mettre en place tous les processus, tous les plans d'action qui ont été définis. Et ça, c'est défini avec l'auditeur lors de la revue de direction, où on fait justement ce plan d'action sur l'année avec l'entreprise qui va lui permettre d'être recertifié à nouveau l'année prochaine. Ce qui est intéressant en fait pour l'auditeur quand il intervient dans l'entreprise, c'est qu'il y a eu justement cette marge de progression. D'accord? On n'est pas obligé d'être tout bon tout de suite, mais ce qu'il faut, c'est montrer qu'il y a une marge de progression et que l'entreprise est dans une démarche d'amélioration continue. Déjà, c'est très important de savoir parce que la plupart des entreprises pensent, quand il s'agit d'être audité, certifié sur les ISO, que c'est quelque chose vraiment de très strict. Donc, c'est Oui. de savoir ce genre de choses avant de commencer. C'est plus Oui, rassurant. oui, oui. Maintenant, il faut, oui, oui, ce que je dis en général quand je commence à l'audit de certification, c'est que je ne suis pas un flic. Et normalement, un auditeur, ce n'est pas un flic. On n'est pas là pour découvrir des non-conformités. On est là juste pour découvrir en fait comment fonctionne l'entreprise, comprendre son fonctionnement, quels sont ses enjeux. C'est pour ça que je trouve cette norme absolument incroyable parce qu'on va repositionner l'entreprise dans son contexte par rapport au référentiel. Et une fois qu'on est ici, on est là justement pour voir comment on peut encore aider l'entreprise à pouvoir s'améliorer. Alors bien sûr, quand on est auditeur, on n'est pas accompagnateur. C'est pas du tout la mission n'est pas du tout la même. Mais un auditeur n'est pas un flic. Il n'est pas là pour rechercher partout les non-conformités. Pas du tout. Oui, C'est essentiellement de l'échange. Et encore une fois, la démarche ISO 9001 est une démarche volontaire de l'entreprise. Donc voilà, on n'est pas du tout dans un aspect réglementaire. C'est pas pareil. oui, effectivement, c'est tout à fait l'implémentation de bonnes pratiques. Mm. Oui. Après, j'ai pu accompagner des entreprises dans une démarche ISO 9001 parce que le client demandait une certification. Donc, OK, parfois c'était plus une contrainte en fait à amener aux dirigeants, mais c'est un client important, on ne veut pas entrer en conflit avec lui, donc on va être dans une démarche ISO 9001, on va mettre en place cette démarche d'amélioration continue, on va faire cette certification, et puis il se trouve que le client ne la demande plus. Donc, ça peut arriver, où on a perdu le client pour une raison ou pour une autre. Dans ce cas-là, la certification n'est plus là. En revanche, je ne connais aucune entreprise qui, suite à une démarche ISO 9001, est revenue comme elle fonctionnait avant, où elle a tout laissé tomber et elle reprend le fonctionnement qu'elle avait avant. Ça, je n'ai jamais rencontré ça, ça n'existe pas. Une fois que la démarche a été prise en compte, acceptée par l'entreprise, elle continue sur cette évolution-là. La certification, ça reste la cerise sur le gâteau et ça montre finalement, encore une fois, à votre entourage, aux parties prenantes, que vous êtes examiné par un organisme tiers et indépendant et qui certifie que vous travaillez selon des bonnes pratiques sur un référentiel qui est connu dans le monde entier. Lydia, est-ce que tu as d'autres questions? Tu vois quelqu'un qui nous a écrit? Non, non, j'ai rien de mon côté. Et personnellement, je trouve que c'est très clair. Là, surtout le dernier point que tu viens de faire, Benoît, c'est vrai que c'est quelque chose, une question très vague qu'on nous pose souvent, mais à quoi ça va me servir? Et tu y as répondu, quoi. Donc, pour nous, personnellement, de notre côté, ce webinaire a été très utile et a couvert pas mal de questions qu'on nous pose, hein. Donc,
Ben, j'en suis heureux. Pour moi, encore une fois, il ne faut pas oublier que l'ISO 9001, en fait, c'est quoi le titre de l'ISO 9001? C'est le système de management par la qualité. Donc, mettre en place un système de management comme ça, c'est un outil. En fait, la norme ISO 9001 est un outil, mais pour que ça fonctionne, il faut l'utiliser. Donc, à quoi ça va me servir? Ben, ça dépend ce que vous allez en faire. Vous avez un marteau ou un burin, soit vous décidez de casser des cailloux, soit vous faites une cathédrale avec. Donc, en fait, c'est ça. La norme ISO 9001 est un outil vraiment pertinent et d'une puissance absolue, puisqu'elle est présente dans le monde entier, quelle que soit la taille, l'âge et le domaine d'activité de l'entreprise. Très bien. Merci Benoît. C'était très clair de notre côté. Je t'en prie, merci beaucoup. On a enregistré ce webinaire, donc vous trouveriez la vidéo sur notre chaîne YouTube prochainement, probablement dans l'après-midi, demain. Donc, vous pouvez télécharger ou bien visualiser si vous souhaitez. D'accord. On écoutera ça avec plaisir et avec attention. On va donc clôturer cette session. Oui, Je vois qu'il y a peut-être Ouais. encore une question. Attendez voir, je vais juste regarder. Tac, tac, tac. Bonjour Benoît, merci, c'est très clair. Merci beaucoup. David nous écrit ça. Merci David. Bonjour, ma question, c'est lorsqu'une entreprise fait appel à un prestataire, quelle est la méthode pour maîtriser cette prestation pour ne pas avoir des écarts lors de l'audit de certification? Alors, je vais relire la question pour la comprendre. Alors, lorsque une entreprise fait appel à un prestataire, quelle est la méthode pour maîtriser cette prestation? Alors, tout simplement, la méthode pour vérifier le bon fonctionnement ou les bonnes relations avec un prestataire, c'est dans un premier temps, il faut définir quels sont les objectifs qu'on se fixe mutuellement. La plupart du temps, ces objectifs sont contractuels. C'est-à-dire qu'avec un prestataire, avant d'effectuer une prestation avec une personne extérieure, un fournisseur, il y a un devis ou un cahier des charges qui est défini. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en cours de réalisation, il y a tout simplement la vérification. Si vous commandez de la matière première pour faire votre produit, lorsque ce fournisseur vous livre, il va falloir mettre en place des systèmes de vérification. C'est-à-dire, est-ce qu'on a la bonne quantité, est-ce qu'on a la bonne qualité, est-ce qu'on a la bonne référence, est-ce qu'on a quantité, qualité, j'ai dit, la bonne référence. Est-ce que vous avez besoin certainement d'un certificat matière? Donc, est-ce que le fournisseur vous fournit toute la documentation réglementaire que vous avez demandé? Est-ce que la tarification est tenue? Voilà, donc, et ça, en fait, lorsque vous allez évaluer ça, si vous le faites, ça va vous permettre déjà de ne pas avoir d'écart lors de l'audit de certification parce que c'est une exigence. Et en même temps, ça va vous permettre de contrôler si le produit est conforme à ce que vous avez souhaité et vous allez pouvoir anticiper des non-conformités parce que si vous acceptez un produit qui finalement n'est pas conforme et que vous le placez en production, ça peut générer par la suite des non-conformités, vous, dans vos processus, et pourquoi pas une non-conformité chez le client. Donc, vérifier à chaque fois toutes ces étapes, ça vous permet justement d'assurer à votre client, dans un premier temps, la satisfaction, puisque l'objectif, c'est quand même ça, et en même temps, vous répondez à une exigence du référentiel, et donc ça vous évite d'avoir un écart lors de votre audit de certification. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. S'il y a un petit commentaire, un petit pouce levé, ça pourrait m'aider, mais il n'y a pas de petit pouce à lever. Voilà. On peut toujours répondre plus de questions par email. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tac. Oui, oui, c'est bien clair. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour ce retour. Voilà, donc il n'y a plus de questions sur le chat. Bon, on Il pense n'y à a plus de questions dans les micros. Voilà. Il me reste, à vous remercier toutes et tous de la participation, des échanges qu'on a pu avoir. Merci pour toutes les questions. Je trouve que c'est vraiment intéressant en fait de pouvoir aller un petit peu plus loin à chaque fois dans les explications. Donc merci à tous et à tous. Et puis voilà, on sait qu'il y a également des prochains webinaires qui vont être mis en place, notamment sur l'ISO 14000 et l'ISO 45000. Donc management de l'environnement et management de la sécurité, santé et sécurité des collaborateurs. Je vous dis au revoir, toutes et tous. Au revoir Benoît, au revoir Maria. On a terminé pour aujourd'hui. Merci à tous. Au revoir.